répond à une Vichysoise qui lui dit je ne veux pas changer de prénom, je suis là depuis 3 générations, je suis française. Comment vous réagissez ? Je pense que le président de la République, à l'approche de la date fatidique qu'est l'élection, le scrutin présidentiel, qui est la mère de toutes les batailles, je pense qu'Emmanuel Macron cherche à instrumentaliser l'histoire. Il l'a fait tout au long de son quinquennat. Moi, je l'entends accuser d'autres candidats d'instrumentaliser l'histoire de France. Mais c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Emmanuel Macron avait, pendant la dernière élection présidentielle, pour tenter de séduire l'électorat des banlieues, expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité dans un média, dans un entretien avec une télévision algérienne, pour ensuite dénoncer la rente mémorielle du FLN. Emmanuel Macron, il était allé, souvenez-vous, pendant l'entre-deux tours de la campagne présidentielle en 2017 à Oradour-sur-Glane, en allant expliquer, en se saisissant de cette abomination qu'ont été les crimes commis à la fois par le régime de Vichy et par l'Allemagne nazie, pour aller expliquer que nous étions, nous, le camp national, au second tour face à lui, peut-être ayons une part de responsabilité là-dedans. Donc on voit bien qu'il y a cette instrumentalisation de l'histoire. Moi, j'ai envie de dire, pensons à 2030 plutôt qu'à 1930. Juste un mot quand même, je me souviens qu'entre les 2 tours, Marine Le Pen avait eu des phrases sur Vichy où elle disait que c'était pas la France. Contrairement à ce que disait Jacques Chirac. Vous vous souvenez ? Moi, elle avait été contestée, d'ailleurs, ça avait été très discuté. Elle avait voulu prendre un peu la position de François Mitterrand contre celle de Jacques Chirac. Et c'était intéressant, c'était une volonté. Non, mais si vous voulez, nous, ce qu'on veut faire, c'est sortir de la repentance. C'est sortir de cette politique dans laquelle nous plonge la gauche, l'extrême gauche, dans laquelle est tombé un peu Emmanuel Macron en donnant des gages à ce qu'on appelle ce mouvement wokiste, qui vise à expliquer qu'on a toujours tout fait mal, que la France a commis les pires horreurs, les pires crimes de l'humanité. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en expliquant que nous avions fait en Algérie en réalité un crime contre l'humanité. Sur Vichy, là, c'est pas être wokiste. Hein. Sur Vichy, nous, on a été extrêmement clair là-dessus. Moi, je ne crois pas que Pétain ait sauvé des juifs français. Je pense que le régime de Vichy a été une abomination, que le régime de Vichy, ça a été des lois antisémites. Et surtout, moi, je pense que la France, elle était à Londres. Voilà, et que la France, elle a été, durant plusieurs années, aux côtés du général de Gaulle et aux côtés des résistants de l'île de Saint et de tous ceux qui se sont battus pour que la France reste la France, qu'elle reste libre et pour ne pas se soumettre à l'Allemagne nazie. Oui, mais ça reste encore une discussion pour vous, alors que Jacques Chirac a dit Vichy, c'était la France et il faut assumer notre responsabilité. Non, moi, j'ai pas de, si vous voulez, je n'ai pas de débat là-dessus. C'est la responsabilité des dirigeants de l'époque. Mais on a tendance quand même à oublier qu'une grande partie des dirigeants de l'époque, et notamment de l'Assemblée de députés qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, était en grande partie issu de la gauche, notamment de la SFIO, c'est-à-dire l'ancêtre du Parti socialiste. Il y avait des socialistes. On a un peu tendance à l'oublier. Il n'y avait pas que, mais il y en avait absolument. Oh, une très grande partie. Un mot, quand vous dites clairement, nous condamnons clairement Vichy et Pétain, c'est vrai qu'y compris le président Macron, il a l'air d'avoir une forme de riposte ou de réponse à Éric Zemmour qui a affirmé, y compris sur ce plateau, que Pétain avait sauvé les Juifs français, guillemets. Donc, bon, pour vous, il faut faire la différence très nettement sur cette question. C'est-à-dire ? Je veux dire, quand vous dites ça, vous dites aussi à Éric Zemmour, attention, ça c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Non, mais nous, on est en désaccord total avec Éric Zemmour là-dessus. De la même manière que lorsque Éric Zemmour a abordé à plusieurs reprises un retour qui pourrait faire en arrière sur l'abrogation des lois mémorielles, et notamment de la loi Guesso, ça serait aujourd'hui... Sur l'interdiction exactement, des appels à la discrimination raciale. Tout à fait. Ça serait ouvrir la boîte de Pandore de l'antisémitisme en France. Et revenir sur des lois qui peuvent être critiquables. Moi, j'entends le débat qu'il peut y avoir sur les historiens sur cette question précise. Et Mme Veil avait d'ailleurs été extrêmement réticente à la mise en œuvre de cette loi, Simone Veil, à l'époque. Elle qui avait subi au plus profond d'elle-même, au plus profond de son âme, la déportation des camps nazis. Mais revenir aujourd'hui sur de telles lois serait créer des fractures, je dirais, imprescriptibles dans le pays. On est à un état tel de division de la société française que le pays il a besoin d'unité, que le pays il a besoin de rassemblement, et surtout que la France a besoin de regarder plutôt vers 2030 que de se tourner systématiquement vers ce que nous aurions pu éventuellement mal faire dans notre passé. Emmanuel Macron a passé son temps à engager notre pays dans ce qu'on appelle la déconstruction.
dans ce que Peggy appelait les maîtres du renoncement, dans toute cette logique qui a amené Emmanuel Macron à dire qu'il fallait déconstruire l'histoire de France, qu'il n'y avait pas de culture française, que la France devait reconnaître sa responsabilité à l'égard de l'Afrique et à l'égard d'Algérie. Il faut tourner le dos à tout cela. L'histoire de France, elle a été belle, elle a été glorieuse. Nous avons commis des erreurs, mais mieux vaut transmettre ce que la France a fait de beau et de juste. Et je pense que c'est ce que nous devons aussi aux générations d'étrangers qui arrivent. Les attaques personnelles d'Éric Zemmour, pardon, contre Emmanuel Macron, non. Enfin, ça fait partie. Maintenant, on parle beaucoup de tous ces candidats et ces non-candidats ou ce président. Mais vous avez vu les attaques personnelles d'Éric Zemmour contre le président Macron sur le fantôme, le mannequin en plastique, il n'est pas fini. Est-ce que vous trouvez qu'il a dépassé une ligne rouge ou est-ce que vous trouvez qu'après tout, c'est le jeu politique? Moi, ce que je déplore, c'est que Éric Zemmour ne s'attaque jamais à Emmanuel Macron. Il ne s'attaque jamais à la politique qu'a mis en œuvre Emmanuel Macron. Là, il s'est attaqué très personnellement à la personne. À la politique d'Emmanuel Macron. Quand il dit Emmanuel Macron, finalement, sa personne, en tout cas la personnalité politique qu'il a incarnée importe peu. Il incarne quelque chose, Emmanuel Macron. Il a incarné pendant tout son quinquennat celui qui a mis à feu et à sang les rues du pays avec une répression qui a été violente à l'égard de ce mouvement populaire qu'ont été les Gilets jaunes. Emmanuel Macron, il incarne l'impuissance à l'égard de l'insécurité, à l'égard de l'immigration clandestine où on a battu tous les records. Donc moi, je veux dire, je n'en ai pas après la personne d'Emmanuel Macron. Je respecte la personne d'Emmanuel Macron. Mais j'ai des critiques extrêmement fortes à faire à l'égard du président de la République, à l'égard d'Emmanuel Macron. Et nous, notre adversaire, c'est peut-être la différence qu'on a là avec Éric Zemmour. C'est qu'Éric Zemmour, il a passé son temps à taper contre tout le monde, y compris contre Marine Le Pen. Éric Zemmour formule une critique qui est juste, que je partage sur le déclin français, sur le déclin de notre pays, sur un certain nombre d'aspects. Mais il ne peut pas s'en prendre systématiquement à Marine Le Pen, qui est pour le coup la seule responsable politique qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'immigration bien avant tout le monde et qui n'a aucune responsabilité dans la situation du pays. Notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. L'adversaire de Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Et en tout cas, nous ferons tout pour que Marine Le Pen soit élue présidente de la République face à Emmanuel Macron. Plus de 22 000 adhérents depuis dimanche. Reconquête pour le parti de Zemmour, un meeting assez spectaculaire avec des violences que vous condamnez? Je condamne toutes les violences, y compris celles qui ont visé Éric Zemmour. Et je vais vous dire, je m'étonne que l'information soit quasiment devenue secondaire. C'est-à-dire qu'un candidat à l'élection présidentielle qui tient son meeting, qui nécessite la mobilisation de plusieurs centaines de policiers pour assurer la bonne tenue de ce meeting. Vous avez vu que le responsable de cette agression est un candidat LR qui aurait voté Éric Ciotti, et donc il y a un militant, un militant. Vous savez, moi je suis prudent avec ça. Non, en tout cas, c'est ce que dit, Pour le coup, je ne tirerai pas le. Mais vous avez vu les scènes aussi. Vous avez vu les scènes contre les militants antiracistes. Ce que je déplore. Mais oui, il y a toutes les violences. Je condamne toutes les violences. Je dis juste que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on doit pouvoir tenir un meeting sans se faire agresser et sans se faire attaquer par l'extrême gauche. J'ai été moi-même il y a quelques jours à la Guillotière à Lyon lorsque je me suis rendu dans ce quartier qui est aujourd'hui totalement tenu par les dealers où les commerçants sont menacés. Tous les jours où je me suis rendu avec un de vos confrères pour faire une émission de télé, nous avons dû mobiliser près de 300 policiers pour pouvoir tenir cette émission parce que l'extrême gauche tentait de nous empêcher. On doit pouvoir faire un meeting en France sans que des types d'ultra-gauche viennent avec des cocktails Molotov, viennent avec des grenades de désencerclement dans un meeting. Et que des militants d'ultra-droite frappent d'autres militants ou parfois sortent des journalistes ou huent des journalistes. Je condamne tout cela. Et vous savez, la force que nous avons, nous, est d'avoir un parti politique. Quand vous avez un parti politique, que vous avez des cadres, que vous avez des élus, que vous avez des militants, que vous avez une organisation, croyez-moi qu'il n'y a pas 50 types d'ultra-droite qui débarquent dans le meeting. D'accord, donc c'est un peu un manque de professionnalisme pour vous. Je pense qu'Éric Zemmour est extrêmement seul aujourd'hui. Il est extrêmement seul. 22 000 adhérents, vous en avez 50 000. Oui, chiffres selon les organisateurs, chiffres selon la police. Bon, il y a évidemment du monde à ce meeting, mais moi je m'interroge aujourd'hui sur le fond, sur la plus-value de la candidature d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a dit « je vais rassembler les gens des Républicains, je vais rassembler les gens du Rassemblement national ». C'est quelqu'un qui est extrêmement seul aujourd'hui et qui, je crois, n'est pas équipé pour se lancer dans une campagne présidentielle. Je l'ai dit et je le redis, dans un certain nombre de ses analyses, il
fait preuve, à mon sens, d'une brutalité qui n'est pas nécessaire. Quant à ce qu'il propose aujourd'hui, je ne vois pas de différence avec ce que propose Marine Le Pen. Donc, quel est l'intérêt de sa candidature? À qui profite le crime? Parce que quand je regarde moi, les intentions de vote, je me dis que le seul qui se réjouit de voir une petite partie des voix de Marine Le Pen partir sur les intentions de vote d'Éric Zemmour, même si je ne suis pas convaincu qu'il aille au bout, eh bien c'est Emmanuel Macron. Parce que pendant ce temps-là, Emmanuel Macron n'est pas attaqué et est en tête du premier tour. Alors il y en a une autre peut-être qui peut s'en satisfaire, c'est Valérie Pécresse que vous connaissez bien, puisque vous étiez face à elle. Je siège en Ile-de-France avec elle contre elle, enfin dans son assemblée depuis 2015. Voilà, et puis vous avez été tête de liste pour le RN aux dernières élections pour l'île régionale, et vous avez fait un score de 10%, elle a fait 46% au second tour. Avec 30% de participation. Avec 30% de participation, effectivement, mais enfin les chiffres sont là. Vous la connaissez donc, et aujourd'hui, depuis 3 jours, il y a 3 sondages qui la mettent en forte progression et au même niveau que Marine Le Pen, sinon devant, et donc au deuxième tour, à égalité peut-être avec Marine Le Pen, sinon devant, sinon elle-même. Donc, je sais pas, vous devez vous dire, oulala, ça chauffe, non? Non, je me dis, ça c'est le feuilleton. Je vous ai entendu utiliser ce terme tout à l'heure sur le plateau précédent, vous dites c'est le feuilleton. Ah oui, c'est le feuilleton. Je veux dire, l'acte 1, c'était à l'automne, c'était Zemmour, la nouvelle star de la campagne, celui qui va bouleverser les équilibres, bouleverser la campagne, peut-être même être élu dès le premier tour. Et là, maintenant, on ouvre l'acte 2 avec Valérie Pécresse, la Angela Merkel française, la nouvelle étoile de la droite. Bon, la campagne présidentielle est très longue. Permettez-moi de vous rappeler qu'en 2016, lorsque François Fillon a été choisi, désigné comme candidat des Républicains à l'époque, il a pris 10% en 24 heures dans 9%. Les sondages. On sait comment 9%. Ça a terminé. Et il était monté à 30%. Et lorsque Benoît Hamon a remporté la primaire de la gauche, il était crédité à 18% dans les sondages. Il a fini à 6%. Donc la campagne est extrêmement longue. Sur le fond, il y aura donc 2 candidats macronistes dans cette élection présidentielle. Puisque moi, je me réjouis de voir qu'il y a quand même 40% de patriotes qui ont voté Éric Ciotti au sein des Républicains. Et qu'il y a 40% d'adhérents des LR qui ne souhaitent pas que leur candidate à l'élection présidentielle soit une candidate Macron-compatible. Parce qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle aurait pu être ministre d'Emmanuel Macron. Et c'est Bruno Le Maire qui le dit d'ailleurs, le ministre de l'économie, qui était aux Républicains avant et qui a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Valérie Pécresse se présente, elle pense comme nous. Elle est comme nous, elle a le même profil que nous, elle pense la même chose que nous, elle mettra en œuvre la même politique. Donc, quelle est la plus-value de sa candidature ?» Et puis... Alors, pardon, mais moi qui ai animé un certain des débats sur les Républicains, son programme sur l'immigration et sur la sécurité est une critique de l'action du président Macron. Mais comme tous les candidats de façon assez vigoureuse. Mais comme tous les candidats de droite, depuis 30 ans, 6 mois avant les élections. Valérie Pécresse, elle a été au pouvoir. Enfin, je veux dire, elle ne sort pas de nulle part. Valérie Pécresse, elle a été la ministre du budget de Nicolas Sarkozy qui a supprimé 12 500 postes de policiers et gendarmes. Moi, je siège à la région Île-de-France depuis maintenant près de 7 ans avec Valérie Pécresse comme présidente de région. Elle a donné des dizaines de milliers d'euros à des associations pro-migrants qui prennent en charge les mineurs isolés. Elle finance avec l'impôt du contribuable d'Île-de-France, francilien, les seringues qu'utilisent les types qui déambulent, les fumeurs de crack, de joints, à la Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, les seringues sont financées par la région, les pipes à crack, pardon, sont financées par la région Île-de-France. Et puis elle a signé, souvenez-vous, en 2010, une tribune aux côtés de Rokhaya Diallo et aux côtés de Christiane Taubira qui s'appelait « Pour une République multiculturelle et post-raciale ». Et moi, j'ai été voir un peu ce qu'il y avait dans cette tribune. Et il y a à peu près dans cette tribune tout le logiciel de la gauche et de l'ultra-gauche depuis 20 ans. C'est un texte... Franchement, Valérie Pécresse, ultra-gauche, écoutez, c'est quand même pas très crédible. Mais quand on signe... vous avez raison, aucun candidat LR n'est crédible dans cette campagne. C'est cette affirmation qui n'est pas très crédible. Mais écoutez, elle a signé, vous irez vérifier, ça circule un peu sur les réseaux sociaux, elle a signé une tribune avec Mme Taubira et Mme Diallo, dans laquelle on dénonçait les discours qui critiquaient l'immigration, dans lequel on affirmait que la France était une société qui était imprégnée de préjugés coloniaux, dans lequel on expliquait qu'il fallait retirer le roman national pour aller vers une mémoire plurielle. Et on y dénonçait aussi le modèle trop blanc et masculin de l'identité nationale. Vous pouvez vérifier, ce texte s'appelle pour une République multiculturelle et post-raciale. Donc il y a énormément d'incohérences dans le discours de Valérie Pécresse. Maintenant que les LR... vous reconnaîtrez qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout son discours et qu'elle a un discours... Mais quelle est la sincérité ? Et puis même pendant sa campagne d'Île-de-France. Moi, je ne défends pas, je regarde les faits. Mais le discours... Mais bien sûr qu'à 6 mois des élections...
la droite parle comme le Rassemblement national, mais Nicolas Sarkozy avait fait la même chose. Et au pouvoir, il a fait rentrer 1 500 000 personnes. Il a supprimé, avec Mme Pécresse comme ministre, la double peine qui nous empêche aujourd'hui d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Donc, quelle est la sincérité de ces gens-là? Quelle est la sincérité de ces gens-là qui se font élire sur une ligne Rassemblement national et qui font une politique de gauche lorsqu'ils sont au pouvoir? Quelle est la sincérité de Valérie Pécresse qui appelle à voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle il y a 5 ans pour maintenant se présenter contre Emmanuel Macron? J'en termine. Quelle est la sincérité de Mme Pécresse quand elle quitte les Républicains en 2019, après les élections européennes, pour dénoncer la ligne Wauquiez, c'est-à-dire une ligne forte, de droite assumée, de droite de conviction, dont moi je me sens proche, pour quelques mois, quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, se faire élire à la présidence des Républicains sur la ligne de Laurent Wauquiez. Donc quelle est la sincérité de ces gens-là? Et je me pose la même question avec M. Ciotti. Moi, je signe le discours d'Éric Ciotti. On parlait du discours. Moi, le discours d'Éric Ciotti, je signe demain matin. Il a été acclamé chez Éric Zemmour aussi. Aux élections régionales, quand il y a eu un affrontement au second tour entre Thierry Mariani, qui était soutenu par le Rassemblement national, qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, et M. Muselier, qui était soutenu par Emmanuel Macron, Éric Ciotti, il a appelé à voter pour le candidat d'Emmanuel Macron. Donc, moi, je me mets à la place des électeurs, des militants LR, qui se disent on ne veut pas se faire voler l'élection présidentielle une deuxième fois de suite. Et si, j'entends très bien, et certains électeurs et vos électeurs peut-être entendent très bien ce discours, mais il y en a aussi d'autres, apparemment, dans ce que montrent les intentions de vote à cette heure-ci, qui se disent et si Valérie Pécresse faisait la synthèse et qu'elle était la seule, au contraire, compétente, crédible, expérimentée, et qui pouvait appliquer un certain nombre de mesures qui sont lancées par ou Marine Le Pen ou Éric Zemmour, mais dont on sait qu'elles ne seront jamais appliquées parce qu'ils n'arriveront pas au deuxième tour. Je vous rassure, ça c'est le feuilleton médiatique. Ça c'est le feuilleton qu'il faut écrire aujourd'hui autour de la candidature de Valérie Pécresse. Je veux dire, en 24 heures, prendre 11 points dans un sondage, ça veut dire qu'on a pris en 24 heures 3 300 000 voix. Donc je veux bien qu'on puisse convaincre des gens en campagne, mais de là à ce que 3 300 000 personnes changent d'avis en 24 heures, ça me paraît un peu gros. Bon, donc la campagne présidentielle est encore très longue. Je pense que Marine Le Pen sera au second tour de l'élection présidentielle parce que je pense que l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de sauver la France. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent plus leur pays, qui ont le sentiment que le pays dans lequel ils ont grandi a considérablement changé de visage. Y aura pas un Et je pense qu'au terme de cette élection présidentielle, la France sera française ou ne sera plus. Et celle qui peut incarner ce sursaut national, qui peut mettre derrière elle une partie des électeurs des Républicains. Avec Emmanuel Macron, la France ne sera plus française ? Je pense qu'Emmanuel Macron ne défend pas en tout état de cause les intérêts français. Je pense que quand on fait rentrer chaque année dans notre pays 400 000 personnes de manière légale, 900 000 clandestins selon M. Stefanini, Attendez, allez jusqu'au bout de ce raisonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron ne serait pas français, qu'il y a quelque part l'idée d'une forme de trahison, c'est ça que vous dites? Je pense qu'Emmanuel Macron est en tout cas politiquement un déconstructeur et un liquidateur lorsqu'il vend la branche énergie d'Alstom à des intérêts étrangers et notamment aux Américains. Il fait fi des intérêts français, il brade, il liquide l'industrie française. Lorsqu'il explique, il fait campagne en expliquant qu'il n'y a pas de culture française, que la France a commis le crime des crimes en Algérie. Il déshonore l'histoire de France, qu'il est censé représenter, qu'il est censé porter. Donc, en vérité, il a parlé aussi d'autres choses sur le FLN et la rente de situation du FLN. C'est un choix de civilisation. Quand on fait rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, quand on est impuissant à ce point-là face à la montée de l'islam politique dans notre pays, eh bien, oui, on n'agit pas pour les intérêts français. Alors, Jordan Bardella, quand on vous entend comme ça, très, très énergique, très véhément, on voit aussi, et on regarde les sondages de Marine Le Pen, que j'avais sur ce plateau il y a une semaine, et dont on voyait aussi qu'elle avait résisté en quelque sorte à la première offensive d'Éric Zemmour, puisque il ne l'avait... médiatique. Offensive sondagière, médiatique, mais c'est plus compliqué parce que, vous savez bien, quand il y a des gens qui suivent un candidat, c'est pas seulement médiatique. Donc nous, journalistes, vous, politiques, vous devez regarder un phénomène d'opinion, qui vous plaise ou non. Donc il existe aujourd'hui. Et à l'inverse, vous voyez aussi que Marine Le Pen, elle a perdu 10 points dans les sondages et elle est aujourd'hui à égalité. Elle n'est plus la favorite pour le moment. Elle peut remonter, bien évidemment. La campagne va décider. La campagne de janvier au mois d'avril, il reste beaucoup de choses, beaucoup de chemins. Mais il se passe quelque chose sur
la crédibilité, peut-être la compétence. Et je vous donne un exemple. Sur le pass sanitaire et sur l'épidémie, est-ce que lorsque elle dit pas question de pass sanitaire, lorsque je lui demande si vous étiez présidente, est-ce que vous appelez les Français à se faire vacciner, et qu'elle me dit non, c'est une affaire individuelle, alors que beaucoup de médecins disent c'est d'abord, enfin le vaccin c'est de l'altruisme, on le fait aussi pour les autres, pour ne pas transmettre ou pour en tout cas le se vaccin protéger. n'empêche pas la transmission. Bien sûr, bien inférieure, mais la transmission est inférieure et c'est une façon de se protéger collectivement. Est-ce que vous n'êtes pas encore le parti protestataire? Vous n'êtes pas le parti anti-tout, anti-vax, anti-pass, anti-tout, quoi. Et dans cette position-là, il y a une question de compétence, de crédibilité, malgré tout, sur cette question de la crise sanitaire. Non, je ne le crois pas. Je pense qu'une grande partie des mesures que nous avions plébiscitées extrêmement tôt dans cette crise sanitaire ont été mises en place très tardivement. Je vous rappelle que nous avons été les premiers, dès d'ailleurs le mois de janvier 2020, à demander au gouvernement de fermer les frontières et d'arrêter les liaisons aériennes avec des pays qui étaient des pays foyers de l'épidémie, et notamment à cette époque, la Chine. Le gouvernement nous avait expliqué à l'époque que le virus n'avait pas de passeport, pour 6 mois après nous expliquer qu'il fallait mettre en place des contrôles aux frontières. Ça a été mis en place très tard, très bien, mais nous l'avions dit très tôt. Franchement, je veux bien qu'on nous fasse un certain nombre de reproches. Je veux bien qu'on soit même en désaccord avec nous. C'est la démocratie, c'est le jeu démocratique. Mais je pense que personne ne peut dire que Marine Le Pen n'a pas eu raison très tôt sur un certain nombre de sujets avant toute la classe politique. Mais aujourd'hui, il n'est pas appelé à la vaccination. Non, on a fait un choix qu'on assume. On a dit les Français sont parfaitement libres de leur choix. Parce que si nous avions un vaccin dont on était quasiment certain que le vaccin permettrait d'empêcher les cas graves, c'est le cas aujourd'hui, et surtout de limiter la transmission, du moins d'empêcher la transmission. Mais alors, mais moi, je signe tout de suite. Donc, on a dit les Français. Mais même avant de le savoir, vous ne signez pas. Même avant de savoir madame, ça. Voyez bien que... Même avant de le savoir, vous ne laissez pas. Est-ce qu'il y a pas... Pardon de ne pas être un mouton, de ne pas suivre la communication de M. Véran, qui dit tout et le contraire de tout. Pardon d'être prudent. Ce sont des médecins, ce sont des médecins. Donc, vous voyez bien qu'il y a un petit côté... Anti par principe, mais quoi. Pas anti par principe. Ça, le premier confinement, on l'a soutenu. Ça, c'est pas de la compétence. Mais c'est faux, madame. Le premier confinement, on l'a soutenu parce qu'on n'avait pas d'autre choix devant une maladie qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on a du recul. On sait que 90% des gens qui sont à l'hôpital sont des gens qui ont plus de 65 ans. On connaît les profils à risque. Et je vais même vous dire, on a eu raison de dire aux Français... c'est de votre liberté de vous faire vacciner. Quand je vois que la haute autorité de santé... 9 personnes sur 10 qui sont en réanimation ne sont pas vaccinées. Madame, quand je vois que la haute autorité de santé ne recommande plus l'utilisation du vaccin Moderna sur les jeunes de moins de 30 ans, parce qu'on a vu une recrudescence des myocardites, vous ne croyez pas que les Français ont le droit de se renseigner, pendant qu'ils ont le droit 2-3 jours, de savoir... 132 cas sur 100 000. Vous me parlez des médecins. Mais moi, j'entends des médecins aujourd'hui, y compris des médecins comme le docteur Kirzek qui officie sur votre chaîne, et qui nous disent que la vaccination des enfants, contrairement à ce que dit le gouvernement, n'aurait aucun impact productif et qu'il ne serait pas utile de vacciner des enfants dont on sait qu'ils ont un risque dérisoire, infime, de contracter une forme grave. Donc, on est pour la liberté vaccinale. Moi, je suis vacciné. Je suis pour le vaccin et je constate que l'ARN messager... Pas encore, et j'ai eu qu'une dose pour l'instant parce que j'ai déjà eu le Covid. Mais je pense que les Français ont le droit à cela. Je veux dire, on n'a pas à leur imposer. Les Français sont un peuple majeur, quasiment vacciné à près de 90%. Mais quand je vois que parmi les publics à risque, il y a encore 11% des plus de 65 ans qui ne sont toujours pas vaccinés, eh bien, moi je dis, il vaut mieux concentrer les efforts de communication à destination de ces publics-là, qui sont des publics effectivement à risque, que sur des publics qui, comme ma tranche d'âge, a un risque dérisoire de contracter une forme grave. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va vivre ad vitam aeternam avec des restrictions? Le vaccin, il n'empêche pas la circulation. On voit bien que 90%... Il protège des de formes façon graves, incroyable. Mais même ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Mais je suis d'accord avec vous. Je dis juste qu'on nous a expliqué que le vaccin serait la solution miracle. On voit là qu'on a une 5e vague et qu'on est obligé d'appliquer des restrictions et des fermetures pour des entreprises françaises. Et vous, votre problème, c'est de ne pas rompre avec une certaine population qui est anti-vax, qui est anti-pass, qui est gilet jaune dans certains cas, et qui vous embête parce que vous ne voulez pas, pas les choquer, vous ne voulez pas les perdre. Pardon de ne pas être le porte-parole de M. Véran.
Je suis Mais désolé. c'est pas politique. Je ne suis pas le porte-parole de M. Véran. On a le droit encore en démocratie d'être en désaccord avec eux. Enfin, vous me direz s'ils avaient des résultats super, même je veux dire, mais je signe direct. Mais quand on a des résultats aussi pitoyables que le gouvernement sur tous les plans, pas seulement sur le plan sanitaire, sur le plan migratoire, sur le plan sécuritaire, les Français se sentent plus protégés, mais partout. Quand on voit que le gouvernement a supprimé 5700 lits en 2020, c'est-à-dire cette année, en pleine année de rush sanitaire, il supprime 5700 lits. Pourquoi 40% des soignants sont aujourd'hui à bout et disent vouloir changer de profession. Pourquoi? Donc on a le droit d'être en désaccord avec des choix politiques qu'on considère comme mauvais et d'en proposer d'autres. Alors, un petit mot d'actualité sur la gauche, c'est pas du tout votre famille politique, mais Anne Hidalgo ce soir a appelé à une primaire de la gauche, à un vote des citoyens de gauche. Et il y a un nom qui a commencé à circuler, là, avant que vous n'arriviez, qui était celui de Christiane Taubira, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'aimerais pas être un électeur de gauche aujourd'hui, pour être totalement franc et totalement honnête. Je pense que la gauche a sombré durant ce quinquennat. Parce que la gauche a remplacé la lutte des classes par la lutte des races. La gauche a abandonné tous les symboles républicains. Elle préfère aujourd'hui Assa Traoré à Mila. Elle préfère... défendre pas toute la gauche, une très grande partie de la gauche, défendre le voile et le burkini plutôt que de défendre la laïcité. Elle préfère plutôt, encore une fois, que de soutenir des symboles laïques comme Zineb El Razoui ou comme Mila, aller soutenir, aller défiler aux côtés du CCIF en novembre 2020 pas dans toute cette la gauche, manifestation. Reconnaissez qu'elle est divisée sur cette question. Elle est divisée sur cette question. J'entends très peu de voix à gauche. Elle est divisée. S'élever contre cela. Moi, j'ai vu une grande partie Anne des Hidalgo, responsables par de exemple, gauche. est très claire sur la République. Elle n'est pas très claire sur la République. Moi, j'ai vu des élus de la mairie de Paris. J'ai vu M. Jadot d'Europe Écologie Les Verts. J'ai vu des amis de M. Mélenchon et M. Mélenchon lui-même, des députés de la France Insoumise comme M. Quatennens, aller manifester en novembre 2020 dans cette manifestation de la honte aux côtés des islamistes du CCIF qui a été dissous par le ministère de l'Intérieur pour sa publicité qu'elle faisait du fondamentalisme islamiste. Mais vous savez bien qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus entre eux. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'ils n'ont pas de candidature unique. Hein. C'est un des grands problèmes à l'intérieur de la gauche. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est que les idées que nous défendons sont majoritaires dans le pays. Qu'il y a une majorité de Français qui considèrent que leur pays est en train de changer sous le poids de l'immigration massive, qui considèrent que l'islam politique représente un danger pour la République et un danger pour la société française, qui considèrent que cette Union européenne aujourd'hui est en train de nous mener dans le mur, qui considèrent aujourd'hui que de plus en plus de compatriotes ont des difficultés à boucler les fins de mois, à régler les factures de gaz et d'électricité. Et je note qu'il n'y a pas une seule des idées que nous proposons qui est minoritaire dans le pays. Donc je crois que ce moment populiste, ce grand mouvement populaire, de permettre à l'ensemble des Français de porter au pouvoir une politique de bon sens, une politique nationale, de protection de leur identité, de protection de leur modèle social, de protection de l'emploi par le patriotisme économique. Ce moment, il est venu. Et je dis aux Français, la réélection d'Emmanuel Macron entraînerait un nouveau quinquennat de violence, de désordre. La réforme des retraites va arriver. Les nouveaux accords de libre-échange, ils vont arriver. Et on aura sans doute l'occasion d'en parler dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous attendez de la conférence de presse de demain? Mais je n'en attends rien parce que je veux dire, on s'est opposé avec Emmanuel Macron là-dessus lors des élections européennes. On a une vision radicalement différente de l'Union européenne. Emmanuel Macron, il considère que la nation c'est du passé, que l'Europe des nations, c'est terminé, qu'il faut dissoudre la France dans une Europe fédérale. Ils veulent faire de la France les États-Unis d'Amérique. Ils veulent faire de la France l'Alabama. Ils veulent que nous prenions le volant qui nous permet de conduire la nation française pour aller le remettre à Bruxelles et à Berlin. Donc on est en désaccord total. Et pendant ce temps-là, nous, on construit avec l'ensemble des forces souverainistes en Europe. Marine Le Pen était il y a quelques jours auprès du Premier ministre hongrois, M. Orban. Elle était il y a quelques jours en Pologne auprès du Premier ministre polonais. On multiplie les contacts, on travaille. Et pour le moment, il n'y a pas de groupe qui se constitue. Tout changer en Europe sans rien détruire. Pour le moment, le groupe ne se constitue pas encore. A oublié ce qu'elle était. L'Europe, pour moi, c'est pas Madame van der Leyen, c'est pas Frontex, qui est aujourd'hui une atteste d'accueil pour migrants. Pour moi, l'Europe, c'est une civilisation qui a inventé les nations. Et effectivement, la France a un rôle très important là-dedans. Donc, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui en Europe, c'est une Europe des nations, c'est une Europe qui protège, c'est une Europe qui a marché, qui a fait Ariane, qui a fait Airbus, des coopérations entre États, mais certainement pas l'Europe de Bruxelles qui nous affaiblit, qui met en concurrence déloyale l'ensemble de nos filières agricoles avec des produits du monde entier et qui fait peser évidemment à la baisse sur les salaires, les salaires des travailleurs français.
Merci. Merci beaucoup. Jordan Bardella d'être venu sur notre plateau. Je vous disais, l'actualité de la soirée, c'est Anne Hidalgo, on va la réécouter à l'instant. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Cette gauche fracturée, cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens, doit se retrouver, se rassembler pour gouverner. Et la conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par nos concitoyens. Je sais qu'ils seront très nombreux, très nombreux à vouloir y participer parce qu'ils souhaitent retrouver l'espoir. Et moi, j'ai pris acte de cette situation. Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre Anne Hidalgo, pays. si cette primaire n'a pas lieu, si votre appel n'est pas entendu, est-ce que vous retirerez votre candidature? Évidemment non. Vous irez jusqu'au bout. Je porte, et vous savez, je suis dans une situation où j'ai plus que 500 signatures et parrainages, où j'ai une organisation politique qui est là, avec une organisation de campagne. Donc mon sujet, c'est ce rassemblement et redonner de l'espoir au peuple de gauche. Voilà, alors Anne Hidalgo, donc c'est l'événement de la soirée, qui propose donc une primaire à gauche, donc qui se retire, mais qui propose de se retirer au profit ou pas d'un candidat qui serait élu. Ça pourrait être elle pourrait être candidate, sur une primaire ouverte. On est le 8 décembre, c'est quand même un peu tard, mais enfin ça peut peut-être se tenir. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est d'abord le constat d'un échec, d'un naufrage? Et est-ce que la question n'est pas d'abord que finalement ceux qui restent à gauche en France, ils sont déjà chez Emmanuel Macron? C'est ça son petit problème. Et elle n'a pas réussi à agglomérer qui que ce soit autour d'elle, puisqu'elle est quand même à des scores extrêmement bas. Et là, visiblement, elle cherche la sortie. Elle cherche à sortir, un petit trou pour sortir, et puis pour disparaître. Mais c'est très compliqué de partir. Parce que qui après? Je pense que ça va être ça elle est un peu coincée, quoi. Parce que si on parle de Christiane Taubira, mais franchement, ça paraît très compliqué, même par rapport au Parti socialiste. Le problème aussi, c'est le Parti socialiste, c'est le parti qui l'a désigné. Donc là, le feuilleton va continuer, mais je suis pas sûr que c'est un feuilleton qui passionne, parce que quand on est à 2, 3, 4%, ça passionne personne, en fait. Alors, on s'en fout, hein. je précise Non, qu'on se retrouve tous, donc avec François-Olivier Gisbert, Le Sursaut, c'est chez Gallimard, l'histoire intime de la Ve République, Judith Weintraub, Le Figaro, Renaud Pila, Jean-Michel Apathy, LCI, et Nathalie Chuc, du Point, et on est ensemble jusqu'à 22h. Moi, je crois que... j'ai l'impression que cette présidentielle... même beaucoup d'électeurs de gauche se disent elle n'est pas pour nous. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a beaucoup d'abstention, de volatilité. Moi, je discute avec beaucoup d'électeurs de gauche qui disent elle n'est pas pour nous. Donc là, on est dans une phase de recomposition où maintenant, c'est l'après. Qui va reprendre le flambeau? C'est ça la question. Qui va reprendre le flambeau de la gauche écologique, de la social-démocratie si elle existe encore? Après, sur la proposition du soir, ça signe. Moi, la question que je me pose, c'est avec quand même de l'impréparation. Ce soir, François Hollande, c'est impossible, faisons déjà un programme. Il a déjà enterré la proposition de Anne Hidalgo. Il dit non, pour faire déjà il faut une plateforme. Toujours compter sur François Hollande. Faut faire un programme. Pourquoi Anne Hidalgo... Enfin, il parle vrai, quand même. Pourquoi Anne Hidalgo a été parler. se mettre dans une campagne présidentielle alors qu'elle était maire de Paris, qui a les JO en 2024, et que moi, c'est vraiment le mystère. Il y a un mystère Hidalgo d'être allée, d'avoir dit oui, alors qu'elle avait quand même... Alors, je précise que Arnaud Montebourg, vers 18h, a fait à peu près la même déclaration. Il a dit qu'il offrait sa candidature. Quand on fait don de son corps ou de sa personne à la France, enfin à la gauche, et qu'on fait un point, franchement, c'est mieux de fermer sa gueule. C'est un peu... La proposition est ridicule. Franchement, je pense que pas grand monde ne comprend ce que veut Anne Hidalgo. Enfin, en tout cas, pas grand monde ne comprend si elle a envie de rester candidate ou pas, quoi. Elle introduit elle-même une incertitude sur sa candidature qui va achever de la tuer. Imaginons que Mélenchon dise non. C'est probable, ça. Hein combien de temps il va attendre? Pas longtemps. Hein.
Qu'est-ce qui va rester? Jadot va dire oui. Jadot, il est à 8 dans les intentions de vote. Il va dire oui à Anne Hidalgo qui est à 3. 7, hein, mais bon. Ou 7, oui, d'accord. Donc, Alors, c'est une proposition qui n'a aucune chance. Jadot, il a eu sa primaire, il l'a faite et il l'a gagnée. Il attend qu'elle se désiste pour lui, peut-être. Oui, c'est ça. Après, la Nathalie gauche est Chuc. dans un tel état de décrépitude que ça peut être une espèce d'électrochoc. Et pourquoi pas? Ça peut se tenter. Parce qu'on voit bien que là, L'optimiste tous les du candidats- plateau. Voilà. L'optimiste. Je suis convaincue qu'il y a un électorat de gauche Donc et qu'il le n'est feuilleton est pas relancé. parti entièrement chez Emmanuel Macron. D'ailleurs, Emmanuel Macron sait très bien qu'il a intérêt à bétonner sa gauche et à bien la garder parce que ses électeurs peuvent très bien partir. Prenez la candidature de Yannick Jadot. Elle pouvait très bien aspirer à une partie. Là, s'il y a une primaire, je ne suis pas sûre qu'elle ait lieu. Il y a un électorat de gauche, mais il y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Alors, attendez, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Danielle Obono, la députée, la France Insoumise, est en direct avec nous. Bonsoir, madame. Merci d'être en direct avec nous. Vous réagissez comment à cette proposition d'Anne Hidalgo? Bah écoutez, moi je me rappelle de ce matin, Madame Nadine Hidalgo qui répondait en fait à sa propre annonce de ce soir en expliquant que, je cite, une union qui serait perçue comme artificielle ne fonctionnerait pas. Ce qu'il faut, c'est revenir par les questions de fond. Quels sont les projets qu'on propose aux Français? C'est ça le thème d'une élection présidentielle. Ce n'est pas de savoir dans la course des petits chevaux qui a renversé la table, etc., etc. Donc voilà, je réagis, je pense comme tout le monde, un peu étonné, et je pense que ce n'est pas rendre grand service au débat démocratique que d'avoir ce type de manœuvre politicienne, ou alors c'est une nouvelle version de l'hidalguisme qui est un nouveau girouettisme. Non, ce n'est pas très sérieux. Et je pense que c'est non, quoi. C'est non. Non, Madame Elkrief, vous ne m'avez pas entendu. Réécoutez Madame Hidalgo ce matin. Elle a répondu elle-même à sa question. Moi, je ne suis pas candidate, donc ce n'est pas à moi que cela s'adressait. Mais véritablement, je crois que nous avons plusieurs mois de débat politique. La situation est grave, effectivement. Il faut battre Macron. Il faut renvoyer Zemmour et compagnie dans les poubelles de l'histoire. Et nous sommes en position avec un mouvement et une campagne large, inclusive, avec un Parlement de l'Union populaire. C'est ça notre objectif. Nous sommes effectivement le pôle populaire qui peut être un barrage républicain et une alternative, et donc nous sommes engagés dans cette campagne. L'enjeu, c'est pas de se regarder le nombril, de parler de la gauche. On parle aux millions et aux millions de Français et Françaises qui n'en peuvent plus, qui ne survivront pas à 5 ans de plus de Macronie, qui ne survivront pas à pire, et donc c'est à ça qu'il faut... Survivront peut-être. De ça. Mais, on a déjà en tout cas, certains en survivront peut-être, qui ont les moyens, mais je pense que énormément de gens ont trop souffert pour que ça se réduise à ce genre de manœuvre. Non, il faut être à la hauteur. Nous le sommes en tout cas. C'est l'objectif que nous donnons avec la stratégie de l'Union populaire. Et nous ne désespérons pas, bien au contraire. Nous pensons qu'il y a une majorité possible dans ce pays pour remettre en cause... Jean-Luc Mélenchon a parlé lui-même de trou de souris dimanche. Et on va pelleter, et je pense qu'on peut l'élargir. En 2017, personne ne nous donnait à 19, presque 20% aux portes du deuxième tour. Aujourd'hui, y compris avec à droite comme à gauche les candidatures, on a une possibilité d'être au deuxième tour. En tout cas, c'est aussi ça le débat démocratique quand même. Les sondages, ils donnent une idée du moment, mais pour les millions de... Mais on va voir la campagne. La campagne n'a pas commencé, effectivement. Une question pour vous de Judith Weintraub, et on va vous remercier. Oui, bonsoir Madame Obono. Vous parlez de manœuvre politicienne, mais Anne Hidalgo propose une primaire à laquelle elle invite entre autres Jean-Luc Mélenchon à participer, où elle participera également. Elle dit que le meilleur gagne et je me retirerai si c'est pas moi. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez croire, je vous ai expliqué dès le départ, comment vous pouvez croire quelqu'un qui à 7h50 dit complètement le contraire et à 20h30 dit encore autre chose? Ce n'est pas sérieux. C'est simplement qu'elle n'est pas crédible. Je ne sais pas quoi d'autre que vous renvoyer aux propos de la même Madame Hidalgo. Ce n'est pas une personne différente. C'est la même personne qui, il y a moins de 24 heures, disait tout le contraire. Elle a changé d'avis. D'ailleurs, de manière... Oui, mais donc, dans ce cas, elle peut aussi changer d'avis demain soir, après avoir écouté M. Hollande, après la réunion de crise qu'ils auront certainement au Parti socialiste, et puis demain, elle chantera un autre refrain. Non, ce n'est vraiment pas sérieux. Et je pense que ce n'est pas rendre service ni à la gauche, ni au peuple français que de faire ce genre de manœuvre. Nous sommes prêts à gagner, nous sommes prêts à gouverner, et c'est ça dont nous voulons convaincre les Français et les Françaises. Merci beaucoup. Merci d'avoir réagi sur notre plateau, Danielle Obono, la députée La France Insoumise, donc représentante du candidat Mélenchon. Elle pose une question importante. Elle demande, l'hidalguisme est-il un girouettisme? Oui. Voilà. Non mais elle a raison, Danielle Obono. Et ça va être la réponse des mélenchonistes, ça va être de dire,
Écoutez, nous, on s'est fendu d'un programme. On est là. On a un livre. On a un bouquin. Bon, on s'est fendu d'un programme. On a démarré notre campagne. Rejoignez-nous. C'est quoi cette proposition? Enfin, je veux dire, c'est une porte de sortie, c'est sauf qui peut. Moi, je crois qu'Anne Hidalgo, la proposition de ce soir, encore une fois, c'est de pouvoir dire à ses camarades socialistes qui, en coulisses, sont blêmes depuis quelques jours, vous voyez, j'aurais tout essayé. Donc c'est une bouée. C'est aussi alors, ce soir dire aux électeurs de gauche, de la part d'Hidalgo, moi j'ai tout essayé pour l'Union. Bien sûr. C'est pas moi qui ai refusé. Alors, ce soir, François Hollande donc, a répondu, en quelque sorte, il a répondu à Anne Hidalgo. Il a dit il aurait fallu le faire avant, ça ne s'improvise pas. Et c'est sur un programme commun qu'on fait une primaire citoyenne. Donc ça promet. C'est assez. Il aurait pu attendre de même pour le dire. Non, mais il a été interrogé ce soir. C'est pas faux quand même ce qu'il dit. Derrière tout ça, il y a un gros gâchis. Parce que je suis désolé, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de courant social-démocrate en France. Si on regarde la France, si on regarde les élus, si on regarde, il y a des députés socialistes, des maires socialistes. Enfin voilà, ça existe. Mais les électeurs sont chez Macron. Les électeurs sont chez Macron, France. Vous êtes d'accord? Certains, oui, bien sûr. Une grande partie peut-être. Mais enfin, s'il y a un chef à un moment donné du courant social-démocrate qui apparaît, c'est certainement il se passe des choses. Et il faut une gauche. Le problème, on le voit bien, le problème, je le répète, c'est le Parti socialiste lui-même. C'est-à-dire qui est composé de personnages qui ressemblent beaucoup à ce que faisait Guy Mollet autrefois, c'est avec la SFIO, une espèce de truc totalement recroquevillé, qui était le Parti socialiste des années 50 et 60, qui voulait tout tenir et en fait, sans aucune ouverture, le parti est pratiquement mort tout seul. Mais il n'y a pas de c'est l'absence de leadership. Il n'y a pas de leadership. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de leadership. Alors, qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron là-dessus? Parce que du coup, moi, depuis un certain temps, j'avais déjà entendu des gens auprès d'Emmanuel Macron dire, de fait, on va apparaître comme le dernier candidat de la gauche. En réalité, pour la gauche, qui est-ce qui peut faire passer, je vais finir mon raisonnement, qui est-ce qui pourra faire passer des réformes sociétales sur l'interruption volontaire de grossesse, même si lui n'était pas d'accord, le groupe La République En Marche rallonge les délais pour obtenir une IVG. Qui ferait les réformes sociétales de la gauche, si ce n'est moi, Emmanuel Macron, par rapport aux autres qui vont rien faire? Tenir au premier tour. S'il tient ce discours-là au premier tour, il est fichu. Nathalie Chut? Je pense qu'au contraire, il va continuer à faire de la godille. Vous voyez bien ce qu'il fait là, en laissant le Parlement, en tout cas ses parlementaires, sa majorité, faire inscrire au Sénat une proposition de loi qui permet d'allonger les durées pour l'IVG. Fermons les yeux, il continue un peu ce qu'il avait fait, il bétonne sa gauche. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il va aller chercher forcément, il ne va pas partir à gauche toute, mais il va quand même continuer à lui envoyer des signaux, comme quand il a fait le congé de paternité, comme quand il a fait la PMA pour toutes. Vous voyez bien qu'à chaque fois, il continue à faire du en même temps, c'est aussi comme ça qu'il sera réélu. Il fonctionne, il est sur une ligne de crête, Emmanuel Macron. Voilà. S'il peut tomber d'un côté ou de l'autre, mais c'est le centrisme, quoi. Emmanuel Macron a déçu et sans doute perdu beaucoup d'électeurs sociodémocrates. Et cela, je ne sais pas quelle offre leur plaira, mais pas du tout dit qu'ils aient envie de voter Emmanuel Macron. Et c'est pas parce qu'il va donner 2 ou 3 sucettes. Alors l'interruption, les 2 semaines de plus d'IVG, c'est quand même très bien ou très mal. Si le choix est entre Pécresse, Zemmour et Le Pen, ils iront Mais attendez, au premier tour, ils resteront chez eux. Je ne suis pas d'accord. Le quoi qu'il en coûte, je suis pas d'accord. Le quoi qu'il en coûte, l'État-providence, la protection des Français, non, je suis pas d'accord. Ça ne porte pas qu'à la gauche. Tout le monde en a profité. Voilà, mesure de gauche. Mais si. Ça a sauvé l'économie. Quand on déverse des quand on déverse des milliards pour protéger les gens, c'est plutôt une mesure de gauche. Mais alors il est élu au premier tour alors. Non. Mais si c'est la droite aurait fait la même chose. C'est la droite qui a fait ça. C'était le projet porté par Bruno Le Maire, qui n'est pas un homme de gauche. Donc oui, mais elle est hypocrite parce que Pécresse dit on n'aurait pas fait autant. Et dernière chose, je crois qu'il n'y a pas de toute façon les électeurs. Je suis d'accord avec vous, mais sociodémocrates, il n'aura pas besoin d'envoyer des signaux parce que de toute façon ils n'ont pas le choix. Ils vont pas voter Hidalgo, ils vont pas voter Mélenchon. Pardon ? Ils vont s'abstenir. Tout dépend du rempart. S'il faut faire rempart avec... Vous parlez du deuxième tour. Oui. Non, mais peut-être même dès le premier tour. Ça dépendra. S'ils sont tous les quatre dans un mouchoir, moi je pense qu'il a perdu une partie des électeurs de gauche parce qu'on a bien compris que l'écriture de ce quinquennat ne s'était pas beaucoup faite à gauche pour ces électeurs-là. Je ne sais pas, moi j'en sais rien, ça ne me concerne pas moi, mais je ne vois pas bien ces gens-là revenir dès le premier tour sur Emmanuel Macron. Au deuxième, il y a un risque. Ça dépend de la campagne. Ça dépend de la campagne. D'où d'ailleurs l'espèce de campagne aussi de diabolisation de Zemmour et qui en fait est une campagne, et que je le répète, où à mon avis Macron se tire dans les pieds. C'est-à-dire qu'il n'a pas intérêt à valoriser Zemmour. Parce que Zemmour, c'est son meilleur allié
en fait, c'est le meilleur allié de Valérie Pécresse. Donc, il ne doit pas favoriser Zemmour. Non, mais qu'Emmanuel Macron fasse passer un message vers la gauche. Alors, sur l'Europe, on en reparlera dans un instant sur la conférence de presse de demain, et sur des sujets société. Sur les valeurs. Si les candidats de gauche n'existent pas ou sont très faibles, à un moment, il y a, c'est l'offre, quoi. On regarde. Pardon, et combien ça lui coûtera à droite? Combien ça lui coûtera dans l'électorat de droite? Pas au centre droit. Pas au centre droit. Vous n'en savez rien. Il y a Ciotti, Retailleau, pas au centre droit. Vous n'en savez rien, et on est quand même dans une campagne où il y a personne à gauche et à droite, 3 candidats. Je vous précise qui peuvent se partager toutes les voix de l'électorat. Alors, je vous précise juste que Yannick Jadot s'exprimera demain matin et que nous avions prévu d'avoir un représentant, et pas des moindres, du Parti Europe Écologie Les Verts, qui a préféré laisser Yannick Jadot répondre directement demain matin pour donner... le centralisme démocratique. Voilà, non, mais ça s'appelle respecter le candidat, c'est plutôt correct. Mais enfin, entre nous, on connaît la réponse de Yannick Jadot. Si Yannick Jadot répond oui, je participe à la primaire avec Anne Hidalgo, il faut l'enfermer tout de suite. Moi, je suis écologiste, à ce moment-là, je dis Yannick, tu sors plus de la maison, tu dis plus à personne. Et peut-être que Sandrine Rousseau peut dire oui aussi, on rebat les cartes. Mais il va peut-être essayer, je le répète, d'obtenir une sorte de désistement, moyennant je ne sais pas quoi. Il peut faire un appel. En faveur du candidat escrologique. Ils sont mal partis quand même tous. Non, mais Yannick Jadot demain matin peut essayer de finir de dévitaliser Anne Hidalgo en disant c'est la candidate inefficace. Bon, maintenant, les 2, 3, 4, 5, venez à moi. Allez, on se retrouve. Ils sont pas sympas à gauche. On se retrouve dans un instant. La Rochelle aujourd'hui, Hidalgo. Ce jeudi sur LCI, Emmanuel Macron sera face à la presse. La situation sanitaire, la campagne électorale, la question des migrants, la présidence de l'Europe, le chef de l'État sera sur le grill. Emmanuel Macron en direct depuis l'Élysée, édition spéciale, demain après-midi sur LCI. Présente la série limitée 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement sur le réseau mobile Orange. Et vous, quand est-ce que vous passez chez? 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 Sache! Huissier, ta banque sans actionnaire. Ils assurent le crédit immobilier sans aucune formalité médicale pour l'achat de ta maison. Bonjour papa. Ça change la donne, quoi. Ça plie le game. T'essayes de me dire quoi? Ta mère et moi, on veut déménager pour s'installer plus près de chez vous. Papa, pour être dispensé des formalités médicales, faut être un client fidèle du Crédit Mutuel. Enfin, d'une certaine manière. J'ai été très fidèle au Crédit Mutuel, non? Le Crédit Mutuel assure le crédit immobilier de ses clients fidèles sans aucune formalité médicale. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Papa, je bosse. Ton nouveau portable n'est pas assez puissant? Oh, il est puissant. Et maintenant? Ça suit. Et tu me reçois? Ton PC t'a lâché? Hé, tu prends une pause. Découvrez tous les avantages des PC portables Intel Evo. Lacoste. Hop, hop, et vous n'oubliez pas le sujet de l'exposé pour lundi? L'école de demain? Bah oui. Ça, c'est pas une cheminée, c'est un panneau solaire. Les renforts sont là. C'est tous ensemble que l'on peut agir pour l'environnement. Rejoignez les 3,9 millions de clients Engie qui ont fait le choix des offres d'électricité verte. Engie, premier fournisseur d'électricité verte en France. Avec Krups. Laissez-vous guider par votre intuition. Grâce aux nouvelles machines à café Krups Intuition, préparer votre café n'a jamais été aussi intuitif. Vous choisissez votre boisson préférée et son intensité. Tout est plus facile avec Krups Intuition. Un café parfait, comme vous l'aimez. Les nouvelles machines à café Intuition. Krups.
Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands, grillés à point, pour remplir votre frigo, à partager et à ne surtout pas partager. Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. Froid devant, vos produits Picard livrés chez vous, maintenant sur Deliveroo. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. The finest years I ever knew, and I would give anything I own, give up my life, my heart. Plus que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange. Pour moi, l'une des meilleures choses dans la vie, c'est d'évoluer à chaque instant. Nous découvrons des technologies fascinantes. Nous choisissons qui nous sommes et comment nous envisageons notre futur. Et vous, comment sera le vôtre? Nouvelle Audi Q4 e-tron 100% électrique. Le futur nous anime. Chez nous, on est peinards. On fait tout local. La viande, c'est chez Maïté. Les blagues, c'est chez Kim. Les légumes, chez Max. Tout est local. Enfin, peut-être pas notre gaz. Si, avec l'option Gaz Vert Plus dans votre contrat gaz, vous choisissez de 5 à 100% de gaz vert certifié produit en France. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Vivez l'immersion OLED avec Asus. Le ZenBook 13 OLED est disponible chez Fnac et Darty. Voici l'innovation Forte Nuit 8 heures. Un fort dosage en mélatonine et 3 plantes pour bien dormir pendant 8 heures. Enfin, je fais mes nuits avec Forte Nuit 8 heures de Forte Pharma. Et découvrez la nouveauté Forte Nuit Gummies. C'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. Azzaro The Most Wanted, le nouveau parfum intense. Et Azzaro Wanted par Azzaro. Merci Franz-Olivier Gisbert d'être avec nous. Le sursaut, l'histoire intime de la République, c'est chez Gallimard, c'est sur De Gaulle intime, De Gaulle personnel. Une lecture tout à fait exquise, j'avais envie de dire, parce qu'étonnante, sur le personnage et la personnalité. Il n'était pas celui qu'on en croyait. C'est ça. Et il y a des choses sur sa vie personnelle que vous nous révélez, ou en tout cas que vous voulez voir, alors que d'autres ne l'ont pas vu. Sur la vie personnelle, non, je sais. C'est l'histoire. Gilles de Vatrop, Le Figaro Magazine, Renaud Pila, Jean-Michel Apathy, LCI et Nathalie Chuc, Le Point. Bon, qu'est-ce qui va se passer à la conférence de presse de demain du président ? Jean-Michel Apathy. On aura un discours très formaté du président sur on va relancer l'Europe, on va tout faire formidable, je ne sais pas comment il va traiter ou qualifier ces nouveaux partenaires allemands qui vont quand même lui demander de revenir un peu à quelque chose de rationnel sur le plan des finances publiques. Et puis après, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura de l'espace pour poser des questions sur d'autres sujets ou pas je n'ai pas compris qu'à l'Élysée, ils étaient très partants pour répondre à beaucoup d'autres choses. Alors, il va peut-être y avoir il faudra peut-être forcer un peu pour que la porte s'ouvre. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions de politique intérieure. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à refaire au moins des déclarations un peu générales pour essayer de tracer un cap, pour dire je suis là, ça bouge partout, mais ne m'oubliez pas, attention, ne croyez pas que je renonce. Il fait ça tous les jours. Voilà, écoutez, il l'a fait aujourd'hui encore.
Aujourd'hui, nous devons d'abord nous concentrer pour nous protéger, pour protéger les plus fragiles d'entre nous face à l'épidémie et préparer l'avenir parce que nous avons un pays qui a un grand avenir dans cette Europe et nous avons des compatriotes qui méritent le mieux. Qui mérite le mieux avec un battement de cils. Au micro de Paul Larouturou, le président Macron, bon, c'est comme ça, il envoie comme ça des signaux et demain, certainement. Il a quand même un problème. Le nouveau chancelier Olaf Scholz, c'est ce qu'on appelle un ordolibéral, c'est-à-dire un libéral qui pense que l'État est là pour fixer un cadre. Il a accepté la mutualisation de la dette et il a accepté qu'on sorte des 3%. Un cadre, des règles. Il a accepté effectivement qu'on sorte des 3%, mais il est attaché aux équilibres budgétaires, à leur rétablissement. Et il a accepté à quelles conditions ? À condition qu'il y ait des réformes structurelles entreprises en France. C'est ça qu'il attend. L'enjeu du bras de fer, même si ça commence par des embrassades et qu'est-ce qu'on est content de se retrouver ou de se présenter. L'enjeu du bras de fer, c'est celui-là. Scholz, c'était un bras droit de Gerhard Schröder et c'est lui. C'était une des chevilles ouvrières de ce qu'on appelait l'agenda 2010. Vous savez, les mesures libérales. Ce qu'on fait de l'Allemagne, ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, et exactement. qui ont fait le succès d'Angela Merkel, d'ailleurs. Pendant qu'on faisait les 35 heures, eux faisaient l'agenda 2010. Ils ont fait ce qu'on aurait dû faire. Ouais. Voilà, et Angela Merkel qui a quitté aujourd'hui. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup... Elle a bien profité de Schröder, hein, c'est clair. Hein. C'est lui qui a fait tout le boulot. En fait. Oui, non, mais battu sur le fil, alors qu'il devait être écrasé, parce que les réformes qu'il a faites ont tout de suite donné des résultats. Très vite. Donc les gens étaient très étonnés. Les Allemands ont failli le réélire, mais non, ça a été. Et il a fait plus fort que Macron. Il a fait plus fort que Macron. Ouais. C'est comme si Macron avait fait la réforme de l'assurance chômage très forte dès 2017. Voilà. On l'a eu au bout de 2 ans. Et Emmanuel Macron n'a pas été assez fort. Les réformes hard. Voilà. Et Emmanuel Macron, alors. Il a eu Gilets jaunes. Il a fait ça au 2e mandat quand même. Hein. Oui, mais parce qu'il s'est rendu compte, mais. Gilets jaunes, énorme erreur, Covid, et donc qu'est-ce que va dire Emmanuel Macron ? Le programme, c'est je fais ce que je n'ai pas pu faire. Et il reste beaucoup de choses. Demain, moi je crois qu'il doit être très bon. Je vais vous dire pourquoi, parce que les 3-4 jours qu'on discute avec les troupes macronistes, et franchement, une fois de plus, rien n'est organisé. Ils savent pas ce qu'il va dire. Non, parce que le QG, c'est Emmanuel Macron. Oui. Et 3-4 personnes. Il est bon aussi en même temps. Et donc demain, il doit réactiver. Voilà, c'est le meilleur, on a le meilleur, 2-3 punchlines, et voilà. Mais ça, si c'est ça va pas le faire. Son objectif à lui, il est simple, c'est qu'il faut qu'il montre qu'il est président jusqu'au bout. Il a cette formule de dire « je serai président jusqu'au dernier quart d'heure ». Ils le font tous. Non, mais c'est la stratégie de Mitterrand qui se représente très tard, au mois de mars en 1988. Donc pour l'instant, ils sont plutôt sur une stratégie d'entrée tardive en campagne, avec quand même une petite réserve, c'est-à-dire qu'ils regardent s'il y a du bouger dans les sondages, ils se ménagent la possibilité d'accélérer un peu. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la présidence française de l'Union européenne ? Exactement ce que Nicolas Sarkozy avait fait quand il avait été à la tête de l'Union européenne, la présidence tournante. Et il en avait fait une espèce de tremplin pour aller absolument partout dans le monde. Parce qu'il y avait des crises et des crises. C'était 2008. Géorgie, la crise économique, la crise financière. On a quelques petites crises quand même sur le feu entre le Covid, la crise migratoire aussi avec la Grande-Bretagne. Donc il peut essayer de capitaliser là-dessus et ça va lui permettre justement d'investir les thématiques de ses adversaires. Question de l'immigration, ce qui s'est passé dans la Manche de dramatique ces derniers jours. Il peut investir ce champ-là. Il peut parler du Covid assez fortement et montrer qu'il est très au-dessus de la mêlée et qu'il n'est pas en train de descendre dans l'arène à se batailler avec ses adversaires. La dernière conférence de presse, parce que vous savez qu'on critique Emmanuel Macron qui ne fait pas beaucoup de conférences de presse, qui a eu un moment où il répondait beaucoup à des journalistes, puis après plus du tout. Et la dernière, elle date d'avril 2019. Elle avait duré 2h25 après les Gilets jaunes. Demain, elle commence à 16h. Il y a une édition spéciale à partir de 13h sur LCI, évidemment. Elle va durer au moins 2h25. Peut-être, vraisemblablement. Parce que, quand même, la candidature de Valérie Pécresse, elle peut inquiéter un certain nombre de macronistes. Elle les inquiète. Il le disait avant. De toute façon, pendant la campagne des primaires LR, on savait, ça revenait régulièrement. Macron rencontrait des gens et semble-t-il, c'était des amis proches, donc c'était pas de l'intox, disant c'est la seule que j'aimerais pas avoir. Évidemment, il rêvait de Bertrand, il rêvait évidemment de Barnier. Alors ça, c'était le rêve. Mais paf, ça tombe sur Pécresse. Mais si demain quelqu'un lui pose la question, imaginons en conférence de presse, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Valérie Pécresse ? Quel est son espace pour répondre ? Il peut pas répondre. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas une campagne, c'est pas une conférence de presse
d'un futur candidat. C'est une conférence de presse d'un président qui va rester sur ces sujets. Oui, mais il va peut-être lâcher un ou deux trucs, mais il faudra être finaux pour les lâcher. Mais il va lancer des messages. Bien sûr, il va lancer des messages. Il peut tout à fait être candidat. Tout ce que ça lui permet, c'est de ne pas répondre aux questions gênantes du type que pensez-vous de la candidature de Valérie Pécresse? Mais pour le reste, il peut faire campagne. Oui, enfin, il peut pas dire à la retraite je vais faire ça. Il peut pas dire. Si. Il a déjà parlé de projets. Oui, mais enfin, il ne peut pas aller très loin, quoi. Ah ben Pardon, il l'a déjà fait, il va continuer. Il a fait sur la mesure d'âge. Il y a 2-3 choses à retenir demain soir. Mais moi, je crois que, encore une fois, il considère, et je pense que l'époque est un peu dingo. Et que la situation, le débat public, en ce moment, depuis le mois de septembre, est un peu dingo dans un pays en ébullition. Et face à un pays en ébullition, je crois qu'il veut apparaître comme le pôle de stabilité du vaste espace central, considérant que les Français, comme disaient les anciens présidents, les Français n'aiment pas la violence. Vous savez ce que je disais ? Les Français n'aiment pas la violence. Les Français ont besoin de calme, d'apaisement. Alors, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, est-ce qu'il a apaisé pendant 4 ans et demi ? C'est ça, le contre-argument. Mais je crois que demain, ça va être ça. Je suis au-dessus, je m'occupe du pays pendant qu'ils s'occupent du parti et de leur candidature. Et puis voilà, jusqu'au fait. Personne ne sera dupe, comme d'habitude aussi. C'est toujours un jeu de rôle, ça. En tout cas, il dira que d'une façon ou d'une autre, en l'occurrence, par exemple en Europe, il dira les nationalistes, les populistes menacent l'Europe telle qu'on la connaît. Une corde sur laquelle il a tiré pendant tout son quinquennat, avec le succès qu'on voit aujourd'hui. Il va recommencer. Oui, mais en même temps, il sera président, donc il va falloir qu'il aille en Hongrie. Il ne peut pas non plus en Pologne. Il ne peut pas non plus les insulter. Il va aller en Hongrie la semaine prochaine. Oui, il est dans une position. Il est dans une position institutionnelle où il doit aussi maîtriser son verbe. Il peut pas être tout à fait libre de tout dans cette situation-là. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas trop attendre. Oui, je pense que de toute façon, les conférences de presse en général, à part celle du général de Gaulle, il n'y a rien à en attendre. En tout cas, on sera quand même en édition spéciale sur ce plateau. Le général de Gaulle, ça avait une autre gueule. Sauf qu'à l'époque, les journalistes applaudissaient. Et les questions étaient préparées. Pas forcément toutes. Mais enfin, souvent, oui, il y avait... il allait vers le fond, il y avait quelqu'un, il y avait une question prévue, il attendait... Même il a répondu à des questions qui lui ont pas été posées. Et comme on m'a demandé, on ne vous a pas posé, Junior. Ça, Emmanuel Macron, il est capable. On va voir. Il est capable peut-être de répondre à une question à laquelle qu'on n'a pas posée. L'ambiance n'a pas trop changé. Il y a quand même beaucoup. Il y a un petit côté légèrement courtisan toujours. Mais c'est vrai que la difficulté de la conférence... C'est un petit peu gênant pour notre profession. La difficulté de la conférence de presse, surtout gigantesque comme ça et solennelle, c'est qu'on ne peut pas relancer, on ne peut pas faire une interview un peu serrée comme on aime les faire, quoi. Bien sûr, c'est beaucoup moins intéressant qu'une émission à la télé. Avec 2 bons journalistes qui vont lui mettre les fers. Là, vous savez très bien, ils s'échappent facilement. Et puis surtout, il y a cette ribambelle de journalistes qui veulent qu'on voit leur gueule, ils posent leurs questions, ils sont là, tout le monde s'en fout. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est ça les conférences de presse. C'est ça, comment dire, une façon bien de casser tous les tabous et tout, mais pas l'édition spéciale de demain soir et l'édition spéciale de LCI toute la journée. Alors, j'avais Jordan Bardella en plateau parce que effectivement Marine Le Pen la semaine dernière, elle avait eu l'air de résister à l'offensive de Zemmour. Elle avait même remonté. Elle était remontée et donc on avait avec Paul Aruturo, on avait parlé de remontada d'ailleurs, on avait évoqué ça parce que c'était un assaut, une percée fulgurante qui aurait pu complètement la déstabiliser. Certains l'avaient prédit, ce n'est pas le cas. Elle avait résisté. Cette semaine, il y a un deuxième assaut, deuxième offensive, et là, elle vient de Valérie Pécresse. Le sondage de ce soir, il est Ipsos Steria pour Le Parisien et France Télévisions. Et là, elle est à égalité avec Valérie Pécresse, et donc les deux peuvent être au deuxième tour. Hier, c'était Elab, et elle était carrément dépassée par Zemmour Valérie est à 14, il n'est pas loin, c'est quand même tout ça dans un mouchoir. Pas loin, oui. Bien sûr, mais... C'est une marge d'erreur, 14. Alors écoutez comment Jordan Bardella réagissait. Je pense qu'Éric Zemmour est extrêmement seul aujourd'hui. Il est extrêmement seul. 22 000 adhérents, vous en avez 50 000. Oui, chiffres selon les organisateurs, chiffres selon la police. Bon, il y a évidemment du monde à ce meeting, mais moi je m'interroge aujourd'hui sur le fond, sur la plus-value de la candidature d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a dit « je vais rassembler les gens des Républicains, je vais rassembler les gens du Rassemblement national ». C'est quelqu'un qui est extrêmement seul aujourd'hui et qui, je crois, n'est pas équipé pour se lancer dans une campagne présidentielle. Je l'ai dit et je le redis, dans un certain nombre de ses analyses, il fait preuve, à mon sens,
d'une brutalité qui n'est pas nécessaire. Quant à ce qu'il propose aujourd'hui, je ne vois pas de différence avec ce que propose Marine Le Pen. Donc, quel est l'intérêt de sa candidature? À qui profite le crime? Parce que quand je regarde moi, les intentions de vote, je me dis que le seul qui se réjouit de voir une petite partie des voix de Marine Le Pen partir sur les intentions de vote d'Éric Zemmour, même si je ne suis pas convaincu qu'il aille au bout, eh bien, c'est Emmanuel Macron. Voilà, donc là... C'est pas vrai, c'est Pécresse. Bah non, mais il faut répéter ça tout le temps, parce que c'est totalement fantaisiste comme analyse. C'est Pécresse qui profite de Zemmour, parce que Zemmour mord énormément sur Le Pen. Regardez, ils sont quasi à égalité. Oui, parce que 16, c'est pas terrible pour Le Pen. Bah oui, elle devrait être à 22. Mais je pense que Marine Le Pen est confrontée à un problème d'une nature un peu différente. Zemmour, c'était une concurrence. Là, c'est une question d'utilité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir là des électeurs qui vont décrocher de chez Marine Le Pen pour aller sur Valérie Pécresse, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, parce que ça peut servir à quelque chose, Valérie Pécresse. Alors que Marine Le Pen, ça peut donner le sentiment que ça ne sert à rien. Donc la deuxième vague que subit Marine Le Pen peut éroder beaucoup plus le capital que la première vague, qui l'a quand même secoué rudement. C'est une campagne difficile pour Marine. Mais à laquelle elle a très bien réagi quand même. Absolument, elle a très bien réagi, mais ça a été conclu par le discours de Zemmour, qui a quand même impressionné beaucoup de monde. C'est quand même ça, il existe maintenant. C'est-à-dire, nous les journalistes, on ne peut pas rigoler, parce qu'il a parlé comme un grand orateur politique. Moi, je pensais qu'il en était incapable. Bon, c'était vraiment un grand discours. Alors, même si on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet. Bien sûr, on l'a dit. Il sait parler, on l'a dit sur ce plateau, et quand je disais 22 000 adhérents, c'est ce que effectivement revendiquent les gens du parti Reconquête d'Éric Zemmour, et 50 000 adhérents pour le Rassemblement national. Donc voilà, il peut y avoir, on voit qu'il y a de ce côté un mouvement d'opinion clair et pas seulement médiatique, comme nous en ont accusé un certain nombre. Ce que je voulais dire, ce qui m'a frappé dans la période, c'est que Marine Le Pen a fait preuve d'un calme. Oui, le calme des vieilles troupes. Inédit chez elle. Le calme des vieilles troupes, est assez remarquable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné son idée de mettre la liberté au fronton de sa campagne, idée qui ne fonctionnait pas et dont personne ne comprenait à quoi ça rimait, qu'est-ce que ça faisait dans le programme du Rassemblement national. Mais à part ça, elle est restée tout à fait étale. Elle n'a pas surréagi, elle n'a même pas réagi, elle a attendu que ça se passe. Et elle a fait une remontée qui est un truc très rare. Mais là elle est regrignotée, voilà, elle est réattaquée. C'est la deuxième vague. C'est la deuxième vague. Quelle était la valeur des sondages alors qu'on n'avait pas tout le paysage politique? On parlait de sondages alors qu'on ne connaissait pas le candidat des Républicains. Maintenant, on a vraiment toute la photo, quasiment. On sait qu'Emmanuel Macron va être candidat, sauf vraiment surprise colossale. Donc là, ça va changer. Et c'est vrai que ça pose une difficulté pour elle, cette espèce de yo-yo, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Ça prouve qu'il elle ne suscite pas de désir, il n'y a peut-être pas d'envie de Marine Le Pen, puisque les électeurs sont extrêmement volatiles. Ils voient un coup sur Zemmour, un coup sur Pécresse, un coup sur celui qui peut battre Emmanuel Macron. Donc c'est compliqué pour elle. Elle n'est plus vue, elle n'est pas vue, y compris par les électeurs de son camp, comme un vote utile pour détrôner Emmanuel Macron. Écoutez ce que dit Jordan Bardella sur Valérie Pécresse. Il y aura donc 2 candidats macronistes dans cette élection présidentielle. Puisque moi, je me réjouis de voir qu'il y a quand même 40% de patriotes qui ont voté Éric Ciotti au sein des Républicains. Et qu'il y a 40% d'adhérents des LR qui ne souhaitent pas que leur candidate à l'élection présidentielle soit une candidate Macron-compatible. Parce qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle aurait pu être ministre d'Emmanuel Macron. Et c'est Bruno Le Maire qui le dit d'ailleurs, le ministre de l'économie, qui était aux Républicains avant et qui a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Valérie Pécresse se présente, elle pense comme nous ». Alors Renaud Pilat, voilà, ça c'est l'attaque du Rassemblement national contre Valérie Pécresse. C'est tout l'enjeu pour Valérie Pécresse, c'est de montrer qu'elle n'est pas macroniste. Et pour l'instant, moi je trouve que depuis sa désignation, c'est plutôt réussi. Elle réussit à reconstituer dans les enquêtes d'opinion le vote de droite, on l'a dit. Les fillonistes. Les fillonistes, les plus de 60 ans. Elle écrase Emmanuel Macron chez les plus de 60 ans. Est-ce qu'ils vont aller voter? En général, s'il y a encore du Covid, est-ce qu'ils vont aller voter? Souvenez-vous des municipales et des régionales. Et Emmanuel Macron est très fort chez les jeunes. Or, les jeunes votent moins que les seniors. Marine Le Pen aussi est absolument fort chez les jeunes. Et donc, si vous voulez, et puis comme une rurale, donc le vote Pécresse. Je crois que Pécresse, pour l'instant, joue bien sur la droite. Elle doit être la candidate du centre très à droite, c'est-à-dire la candidate qui, effectivement, est au milieu de la droite décomplexée et de la droite traditionnelle.
entre la bataille Zemmour et Le Pen, pour moi, c'est une bataille d'efficacité. C'est quel est celui qui, à un moment donné, va décrocher comme vraiment le candidat inutile, inefficace. Et dans ce cas-là, c'est le vase communicant. Pour l'instant, il se neutralise. Il se neutralise. Il faut se rappeler que Valérie Pécresse, quand elle déclare sa candidature, quand elle fait son discours à Brive cet été, elle dit « Emmanuel Macron, c'est une pâle copie de la droite ». Il prétend faire comme nous, mais en fait, il rate tout, il n'y arrive pas, il ment, il s'y prend mal. Ça a commencé comme ça. Donc il n'est pas question pour elle de dire que Macron et elle, ça n'a rien à voir. La différence, elle est dans le faire, ce verbe qu'elle emploie tout le temps. Donc elle ne peut plus dire « mon programme n'a strictement rien à voir avec celui d'Emmanuel Macron ». Il y a cette... conjonction, il y a cette convergence objective que les gens qui ne sont pas des imbéciles ont remarqué. Elle n'est pas protectionniste, elle n'est pas anti-européenne, elle est pour le libre-échange, elle est pour l'économie de marché. Sur les thématiques économiques. Marine Le Pen aussi est pour l'économie de marché, elle est européenne maintenant. Alors, Marine Le Pen, elle ne dit pas on va sortir de l'euro. Comme dirait Daniel Obono, depuis combien de temps? Je ne sais pas, enfin, je n'ai pas compris qu'elle sortirait de l'euro. Non. Moi, je trouve peu pertinent ou efficace l'argument selon lequel il y aura 2 candidats macronistes. Ça me semble être une grosse... Ça marche pas, à mon avis, ça ne prend pas. Je sais pas, parce que certes, ils ont des points communs sur les questions économiques, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. D'ailleurs, au début du quinquennat, en 2017, elle avait accordé une interview au Monde où elle disait « il fait les réformes que la droite aurait pu faire ». Ils ont une divergence fondamentale sur les questions régaliennes, sécurité, immigration, où là, elle l'accuse d'avoir la main qui tremble, et ça depuis plusieurs années. C'est vraiment un fossé entre les deux. Qu'elle a accentué avec cette campagne du Congrès, dans laquelle son programme était extrêmement sérieux et rigoureux sur ces questions. Emmanuel Macron aussi durcit son discours sur le régalien quand il dit à l'Algérie vous n'aurez plus de visa si vous ne reprenez si tardivement, plus. Judith, si tardivement. Mais c'est trop tard. C'est sur le régalien que la droite peut battre Emmanuel Macron. C'est juste avant l'élection, c'est trop tard. Sur la sécurité, sur la justice, la non-exécution des peines, ils vont taper sur le régalien. Il n'y a que ça qui peut faire gagner Valérie Pécresse. Bon, me semble-t-il. On est d'accord. Votre feuilleton, il va être très intéressant parce qu'il y a 2 feuilletons dans le feuilleton. Vous avez remarqué? Je vous le confirme. C'est-à-dire, on parle là de Pécresse contre Macron, et moi, il y a un match qui me passionne, Renaud en parlait bien, c'est le match entre Zemmour et Le Pen, parce que c'est une guerre à mort, et là, il y aura un mort à la fin. Exactement. Et ce qui est étrange, moi j'ai fait partie de ceux, je pensais vite à un moment donné que Le Pen allait remporter la mise, et pas du tout. C'est-à-dire que Zemmour résiste, et c'est, à mon avis, on a parlé de remontada de Marine Le Pen, mais je pense qu'elle est quand même dans une situation compliquée parce qu'il est toujours là, et il est très fort. Et il a un socle, il a commencé à construire un socle. À un moment donné, ce que disait Renaud, à mon avis, ça peut basculer, comme on l'a vu souvent dans les élections, c'est-à-dire à un moment donné, les gens se disent, bon, allez, ils sont pour une droite dure, ou une extrême droite, ou une droite un peu forte. Bon, et à un moment donné, ils vont se dire, bon, ça c'est plus efficace. Oui, mais alors, l'argument de Marine Le Pen, la différenciation, et Jordan Bardella le refaisait encore ce soir, c'est la non-violence. Il est brutal. Oui, nous voulons rassembler. Et rappelez-vous, alors il ne l'a pas répété ce soir, mais elle l'a dit sur ce plateau la semaine dernière, elle s'adresse aux Français musulmans pour les intégrer. Et lui aussi, c'est-à-dire qu'il l'a fait. Ah non, pas de la même façon. Non, mais pas de la même façon. Il a bougé. Je tends la main aux musulmans de France. Oui, d'accord. À mon avis, il n'est pas du tout sincère, mais il a bougé. Ah non, mais je suis d'accord. Mais quand c'est le texte. Non, mais quand j'ai fait écouter cette phrase d'Éric Zemmour à Marine Le Pen, elle en a conclu qu'il proposait aux Français musulmans d'abjurer leur foi. C'est-à-dire qu'il leur demande... interpréter ça comme ça. Non, mais d'accord, je vous raconte comment chacun fait sa différence. Moi, je regarde et j'observe et je regarde. Et je vous raconte l'histoire. Vous êtes spectatrice du feuilleton. Je suis celle qui raconte. Mais on ne peut pas dire que quand même leur différence soit majeure. Je pense que Marine Le Pen, elle a aussi un discours qui est hostile. Enfin non, en fait, je dis une bêtise. Quand même, Éric Zemmour peut dire que l'islam est incompatible avec la République. Il ne l'a pas dit à Villepinte. Non. Il n'a pas dit les choses comme ça. Éric Zemmour est un peu plus tenu sur ce terrain-là par son entourage qu'on aurait pu l'imaginer. Ça, à Villepinte, c'est un petit changement. Mais on sait qu'il le pense. Et je pense que c'est d'une insincérité totale. Zemmour n'a plus besoin d'aller à la droite de Jean-Marie Le Pen. Le boulot est fait. Ouais. Maintenant, il doit
calmer un peu le jeu. Calmer un petit peu son entourage. Poisson hier soir, Jean-Frédéric Poisson hier soir sur ce plateau disait il aurait dû dire hier matin que le groupuscule extrême droite doit plus rentrer dans nos meetings. Donc voilà, il l'aurait dit en off, mais il l'a pas dit. Il l'a pas dit au micro. Il l'a pas dit officiellement. Donc il y a encore du boulot. Ouais. Mais on est que le 8 décembre. On est que le 8 décembre. Merci beaucoup. Merci Franck. Il faut garder des gâteries pour déjà demain soir. Janvier, février. Non, voilà, déjà demain soir. Scénario très. Oui. Sinon, il va s'arrêter trop vite. Il y a un scénario qui s'écrit tout seul. On avait prévu, mais en fait, ça va très très bien. Ça va très vite. Ça bouge tout le temps.